Bonjour Daisy, comment tu vas? Ça va? Bonjour, prof. Merci, bien. Merci à toi. Très, très bien. Bon, on va attendre pour voir s'il y a autre personne qui arrive. Voilà. Ok. Bonjour Juan David, comment tu vas? Ça Bonjour. va? Oui, ça va. Et vous, comment ça va? Ah, ça va très, très bien, merci. Bon, on va attendre quelques instants pour voir s'il y a autre personne. Et bon, sinon, on commence, on se présente. Et voilà, on va discuter un peu sur les droits. Et voilà, c'est le thème qui nous regroupe aujourd'hui pour en parler, d'accord? Donc voilà, on va attendre quelques instants. D'accord. OK. Et vous, sinon, ça va? Vous allez bien? Oui? Oui, bien sûr. Oui. OK. OK, très bien. Bon, mes amis, si vous voulez, on peut commencer à faire une petite présentation. Je vais allumer la caméra quelques instants parce que j'ai des problèmes avec l'Internet. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre la caméra. Je vais simplement la mettre quelques moments parce que j'ai des problèmes avec ça, des connexions, donc pour éviter. Bon, mes amis, donc je m'appelle Myriam Velasquez, je vous donne la bienvenue à cet espace. On va travailler donc de 8h à 9h30 et on va aborder cette thématique des droits de l'homme. Non? On va parler de ça, de ce qui nous convoque aujourd'hui. Alors, je voudrais vous demander de faire une petite présentation de vous. Hein? Vous allez vous présenter et j'aimerais savoir qui vous êtes, oui, pour rentrer un peu l'ambiance, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et si vous étudiez, si vous travaillez. Bon, enfin, des choses de présentation personnelle. Donc, qui voudrait commencer à se présenter? Moi. Daisy, d'accord. Merci. Bueno, ça va? Salud a todos. Je suis Tatiana Otálvaro, je suis avocada. Je suis actuellement professeur de la université. De la université. ¿Qué otras cosas? Normalement, j'aime apprendre la langue française parce que j'adore la langue française. Seulement pour étudier, pour apprendre, pour conocer otra forma de expresión o de voir quelque chose o de voir la culture. Bueno, c'est tout. Ok, très bien. Tati, tu travailles à l'université? Non. Qu'est-ce que tu... Oui. Tu travailles à l'université? Oui, je suis professeur de formación ciudadana. Formation citoyenne. Oui. Ça, c'est bien. Seulement que jusqu'à pour aujourd'hui, bueno, yo soy deportif parce que à la 6 heures, yo suis yo revois clase de patinaje. Patinage. 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 Roller. Tu fais du roller ou du patinage? Tu peux dire aussi du patinage ou du roller. Tu fais du roller. Ok, très bien. Daisy, et tu es dans quelle faculté? Ah non, la formación ciudadana es de toda la facultad, todas las comités académicas. Ah, pour toute la communauté. Oui, oui. Yo trabajo por la vicerrectoría de docencia. No sé cómo s'appelle vicerrectoría. D'accord, ça c'est très intéressant, Daisy. Ok, donc c'est bien. Après, bon, je vais faire quelques corrections. Daisy, merci beaucoup, c'est bien.
Ok, c'est la formation à la citoyenneté, non? On dirait en français, formation à la citoyenneté, non? À être citoyen. Ok, très bien, Luzariela, salut, comment tu vas? Ça va? Bonjour, professeur. Enchanté d'être ici, de vous voir encore. Ah, et moi aussi, de te voir. Bonjour Tu à, me manquais. bonjour à mes camarades. Ok, oui. Ok, bonjour, Luzariela. Bon, on est en train de faire une petite présentation avant d'aborder notre thème aujourd'hui. Donc, on est en train de se présenter, de parler un peu de qui vous êtes. OK? Donc, voilà, qui voudrait continuer à se présenter? Donc, voilà, on sait que Daisy, bon, elle est professeure, travaille à l'université et elle travaille la formation à la citoyenneté, non? À devenir citoyen, non? Ce concept de citoyen, citoyenne, etc. Bon, qui voudrait continuer à se présenter? N'oubliez pas que l'idée, c'est de parler, non? Donc, qui voudrait le faire? Sandra, salut. Salut, bonjour à tous, je m'appelle Sandra, je suis avocate et je suis contente d'apprendre le français beaucoup de temps que je ne pratique le français. Oui, Sandra, où est-ce que tu as appris le français? Mais tu parles, oui. Où est-ce que tu as appris le français? Et pour parler, c'est difficile pour moi. Je comprends le cri et l'audition, mais pour exprimer, c'est très difficile pour moi. Non, mais je vois que tu peux le faire, de toute façon. Et où est-ce que tu as appris, Sandra, le français en multilingue ou à l'université? Non, je pour l'Internet, pour l'Alliance française, un module. Un module, tu as fait. Oui. Tu as fait un module à l'Alliance française. Avant de la quarantaine. Avant la quarantaine, il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. Oui, oui. Ah. Yo voyagé en Suisse beaucoup de fois parce que mon petit ami, il habite en Suisse. Il habite en Suisse? Oui, il habite en Suisse. Mais il parle avec moi espagnol. Oui. Ah. Oui. Mais c'est compliqué. Tout le monde en la Suisse parle français, mais elle parle espagnol. En espagnol avec toi. Bon, pardon, Sandra, elle ou il, lui? Ah, il. Lui, il. Oui, oui. Non, je pose la question. Je pose la question parce que quelquefois, en français, quand on commence à apprendre, on a la confusion entre il ou elle. Ce n'est pas parce que je suis surprise si tu as une petite amie aussi, parce que ça c'est possible aussi. Mais je te dis parce que je sais qu'en français, quelquefois, on a la tendance à confondre lui, il avec elle. Oui. C'est pour ça que je voulais vérifier, Sandra. Il. Ok, très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sandra. Ok. Et à toi. Ok, très bien. Bon, ok, qui veut continuer à se présenter? Wanda, est-ce que tu veux te présenter, Juan David? Oui, prof. Bonjour à tous. Je suis Juan David. Et maintenant, j'habite à Bogota, mais je suis d'Antioquia. Et je suis professeur de la science sociale à l'école. Je travaille à une école publique. Et bon, j'ai appris le français il y a 3 ans parce que j'ai eu l'opportunité de voyager en France et j'étais un bénévole à une communauté religieuse et qui, pour moi, les échanges interculturels et interreligieux. Et bon, c'était un peu curieux parce que c'est une communauté
qui, qui a beaucoup de visiteurs. Oui. Et alors, on doit parler l'anglais. Alors, je voyageais en France, mais tout le temps, je parlais l'anglais. Ah, mais dans quelle partie de la France? Wanda, Et tu as été? Oui, c'est un petit village qui s'appelle Thésée. Et c'est dans quel côté? Non, pas d'idée. C'est dans quel côté, Wanda? C'est la Bourgogne. La Bourgogne, ah, ok. Oui. Ok, donc Oui. c'est dommage parce que tu as parlé beaucoup d'anglais. Oui, mais bien sûr, par exemple, si je suis dans la rue et si je dois voyager d'un côté à l'autre, et bien sûr, je parlais le français, mais c'était pas beaucoup. Oui, bien sûr, oui, parce que tu habites la plupart du temps dans cette communauté, non? Oui, prof. Et combien de temps, Juan David, est-ce que tu es resté dans cette communauté? Et 2 mois. 2 mois? Oui. Non, mais c'est une belle expérience. Oui, Oui, ok, très bien. bien. Wanda, excellent. Ok, bon, mes amis, qui veut continuer à se présenter? Peut-être quoi? Qui? José David. Est-ce que tu peux nous Oui. dire qui es-tu, José? Oui, oui, bien sûr. Bon, oui, je m'appelle José David. Actuellement, j'habite à Envigado. Je suis étudiant de l'Université d'Antioquia. J'étudie de l'enseignement de la langue étrangère. Et actuellement, ce semestre, j'espère de finir le stage. Le stage. Oui, le stage. Tu es étudiant de l'école de langue. Oui, oui. C'est-à-dire que tu es dans la dernière partie du processus, José. Oui, mais je dois accepter que, par exemple, le stage, il est en anglais. Et il y a plus ou moins 3 années que je ne pratique pas le français. Le français, oui, parce qu'il est centré dans l'anglais principalement, mais c'est une langue que j'adore, que j'aime, et je ne veux pas oublier la langue. Je veux pratiquer. Oui. Oui, José, c'est une belle occasion parce que tu as déjà appris. Il te manque de pratiquer quelquefois, d'écouter plus, d'aborder ces choses. Exactement. Et pratiquer, parler à quelqu'un, oui, écouter, c'est trop parce qu'il y a, je ne sais pas, mais je sens qu'ici, en Colombie, il y a plus d'opportunités pour pratiquer la langue française. Et rarement dans l'école de langue. Oui. Il est plus centré dans l'anglais, mais le français, il faut oublier. Oui, oui, mais tu peux profiter de ces clubs de conversation, on peut s'exprimer, et oui, donc oui, c'est ça, José. Très bien, c'est bien. Merci. Ok, à toi. Et Lusa, tu veux te présenter, mon ami, vas-y. La fille rousse, la fille aux cheveux roux va se présenter. Lusa, salut. Oui, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Lusa Diela, je suis étudiante en multilingua au 6e niveau de la langue française, mais je voudrais remarquer que je ne sais pas si je sais tout ce que je dois savoir à 6e niveau. Je suis ici pour apprendre. Je t'en rêve. Je tombais amoureuse de la langue française il y a beaucoup d'années,
mais je ne peux pas étudier parce que je dois faire d'autres choses. Aujourd'hui, je peux étudier tout le temps que je voudrais. Mon rêve, c'est aller en France pour travailler comme bénévole. J'espère. Comme Juan David. Oui, comme Juan David. Et si je vais écrire sur le chat, mon téléphone portable, si Juan David voudrait m'écrire pour me raconter un peu sur ce travail comme bénévole, je le remercie beaucoup. Okay. Mais je pense que le travail comme bénévole, c'est très important. Je pense que j'ai beaucoup d'amour pour donner d'autres personnes, pour aider quelque chose d'autres personnes. Je suis en train de chercher sur Internet ce travail et je me trouve, par exemple, comme accompagner à d'autres personnes qui ne peuvent pas boire pour acheter ses vêtements, pour couper ses cheveux, pour aller à la salle de beauté. Mais j'ai toujours dit à mon mari, ne t'inquiète pas, la vie est parfaite. Quand mon mari est un peu énervé pour quelque chose, je lui dis, mon mari, ne t'inquiète pas. Mon amour, mon chouchou. Mon chéri, mon pouce, Oui, calme-toi, calme-toi, la vie est parfaite. Et quelque chose, on doit apprendre, ne t'inquiète pas. Et j'ai étudié il y a 21 ans et de manière avec Silhouette à L'Oréal parce que j'ai travaillé dans une salle de beauté. Mais tout ce temps, j'ai continué en étudiante parce que chaque 12 ans approximativement, je prends un petit cours pour m'actualiser les connaissances sur les couleurs aux cheveux, oui. Et voilà, je travaillais comme bénévole pour les personnes qui ne peuvent pas avoir en France et accompagner pour acheter ces choses pour aller à salon de beauté. Et ces connaissances que j'ai eues sur les couleurs de cheveux pour me servir et pour faire mon travail quelques jours. Mais je voudrais vous raconter pour terminer que ici, en Colombie, je me trouvais hier soir sur Internet une page qui s'appelle Vité. Sa page cherche des volontaires pour faire ces choses que je viens de vous dire. Oui. Lusa, est-ce que tu peux l'écrire sur le chat? Comment ça s'appelle, cette page? Oui. Je l'ai trouvée sur Internet. Ah oui? Et comment s'appelle cette page? Je l'ai écrit. Je l'ai déjà écrit. Cette page a des volontaires pour accompagner à des personnes de faire beaucoup de choses. Par exemple, aller chez les médecins. Chez les médecins. Mais comme beaucoup de choses en Colombie, les volontaires, ce n'est pas gratuit. Pas de volontaires, ce n'est pas du volontariat, c'est pour payer. Oui, mais c'est une approximation de ce que je voudrais faire. De ce que tu voudrais faire. Mais Lusa, donc pour terminer avec toi, ta présentation très intéressante, Vité, donc c'est une page de la Colombie, en Colombie. Oui, en Colombie. Il y a, j'ai vu sur Internet hier soir
une annonce qui dit, Qui disait, oui. qui disait, j'ai besoin d'un invité pour accompagner ma mère chez le médecin. Alors, c'est une annonce qui dit qu'on peut appeler à ces personnes pour accompagner à la mère, la grand-mère, etc. Quand on ne peut pas accompagner à notre famille pour faire beaucoup de choses. Là, il y a 5 années approximativement, je me trouvais une page similaire pour accompagner les femmes à acheter des choses parce que les maris n'aiment pas accompagner les femmes pour acheter les vêtements, les chaussures. Il y a une page pour accompagner, mais ce n'est pas volontaire. Ok, c'est pour payer. Ok, Lusa, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes apports. Ok, on continue. Bon, on va continuer pour terminer cet aspect, cette première partie. Donc, je ne sais pas, il nous reste Tatiana. Est-ce que tu veux te présenter, Tati? Comment ça va, Tati? Bonjour. Tati, tu étudies, tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Yo soy Tatiana. Tatiana Vanessa. Je m'appelle Tatiana Usuga, je suis de Cañas Gordas, Antioquia, habité à Medellín. J'étudiais l'ingénierie sanitaire à l'Université d'Antioquia. Je suis en français niveau 2, bac multilingue. Et tout est difficulté pour moi. Parler, écouter, et je comprendais pour l'écrire parce que c'était similaire à l'espagnol. Tati, oui, ça c'est le problème quand on commence à apprendre la langue, non? Le problème c'est d'écouter, le problème c'est de parler. Ne t'inquiète pas, Tati, c'est pas à pas, petit à petit, on s'habitue, non? On s'habitue à cette nouvelle langue, à ce nouveau code linguistique, non? Ok, très bien, Tati. C'est un bon exercice que tu vas faire aujourd'hui. Parce que, bon, on va travailler une vidéo, on va écouter, on va faire, bon, mais on va discuter surtout. Ok, merci, Tati. Ok, Edwin, qui es-tu? Salut, ça va? Edwin. Bien, bonjour. Bonjour, ouais. Edwin. Mais voilà. Je m'appelle Edwin Antonio et j'habite à Bogota actuellement. Et bon, je suis en anglais à l'université. Et bon, parce que bon, je vais profiter de ces moments pour pratiquer la langue, bien sûr, pour me rappeler le français. Pour se rappeler. Ça fait évidemment longtemps que je ne parle pas le français. Et bon. D'accord, Edwin, merci beaucoup. Donc, tu as dit que tu es professeur d'anglais. Ouais. Dans une université ou dans un collège? Non, une université. Dans une université, ok, très bien. Et comment est le climat en ce moment à Bogota? Il fait beau ou il fait froid? Ici, c'est bon, c'est la folie parce que bon, il fait du soleil, il fait de la pluie, il pleut. Il fait du froid, spécialement pendant la nuit. Il faut profiter quand il y a du soleil, mais n'importe quel moment tu sors, il faut porter le parapluie, mais aussi les lunettes, la casquette. La veste, Ouais. imperméable si possible. D'accord, très bien, Edwin, merci beaucoup. Ok, c'est bien. Anna, et toi, Anna Sofia? Comment tu vas, Anna? Ça va?
Oui, salut. Ça va bien. Anna, qui es-tu? Et je m'appelle Anne-Sophie. Je suis étudiante de bioingénierie. Mon rêve est terminer mes études en France et pour un double diplôme. C'est tout. Ok. Et tu es dans quel semestre? Ou tu as déjà terminé? Non. Tu es dans quel semestre? Dans les cinquième. Cinquième semestre. Oui. D'accord, très bien, Anna. Ok, tu apprends le français à multilingue, c'est ça? Ou à l'université? Ou... Oui, dans l'université à multilingue. Très bien, excellent. Tu es dans quel niveau, Anna? Cinquième aussi. Quatrième aussi? Ok, cinquième. Cinquième? Ah, cinquième. Ok, Lusa, c'est la plus grande. Elle a déjà fait tous les processus. Ok, très bien. Virginia, et toi, comment tu vas, Virginia? Virginie. Salut, Virginie, comment tu vas? Ça va? Bon, on va voir si elle nous écoute. Bon, Virginia, est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu peux parler? Non? D'accord. Bon, mes amis, alors, bon, on va commencer aujourd'hui et on va regarder une petite vidéo. On va regarder une petite vidéo pour commencer avec les droits humains. On va commencer, on va voir. Et après, bon... Ay, non, mais avant de commencer, ça. Virginia, salut. Je crois que tu as des problèmes de connexion. Virginia, ça va? Ok. On va attendre pour voir si elle peut parler. Effectivement, Virginia, tu as des problèmes de connexion. Ah, non. Elle a des problèmes de connexion. Donc, oui, c'est ça. Ay, ay, ay. Ay, no me deja desactivarle el audio. Bon, mes amis, on va commencer. Alors, je vais vous inviter à regarder ici. Attendez-moi une minute. D'accord. Alors, je vous ai envoyé, avant de commencer, je vous ai envoyé les liens pour évaluer cette conversation à la fin. Donc, voilà, vous savez là les liens. De toute façon, je vais la mettre encore une fois pour évaluer. D'accord. Donc, je vais commencer par une petite question et c'est qu'est-ce que vous savez sur les droits humains? Qu'est-ce que c'est les droits humains? Pourquoi est-ce qu'on a créé, bon, pourquoi est-ce qu'on a dû créer les droits humains? Donc ça, la première question, c'est qu'est-ce que c'est les droits humains? Et pourquoi est-ce qu'on les a créés? Bon, et on va faire comme une remue-ménage, non? On a lluvia de ideas de ce que vous savez sur les droits humains. D'accord? Donc, qu'est-ce qui veut commencer, Edwin? Bon, je ne suis pas sûr. C'est seulement ce que j'écoutais et bien sûr ce que je pense. Les droits humains, ouais, et ont apparu après la Révolution française, c'est-à-dire avant la Révolution française, ce n'existait pas. Alors, en conséquence de cette révolution, le peuple, les gens ont commencé à exiger ces droits, la vie, à la nourriture, à la santé, etc. Et ils ont créé alors les droits des citoyens, je crois, non, les droits de l'homme, je crois. Et les droits humains ont évolué. Ils ont évolué et ils ne sont pas les mêmes qu'existaient à ce moment-là. Et c'était, je crois, premièrement les droits des hommes, après les droits des citoyens, et finalement, on est arrivé aux droits humains, et bien sûr, en volume fait, bon,
femmes, les hommes, les enfants, tout type de personnes. Et bon, l'idée, c'est de civiliser ces droits dont les citoyens n'avaient pas accès avant. Et bon, je ne sais pas si avant la Révolution française, mais je peux dire que la Révolution française, c'est un moment clé pour la création. Ok, très bien. Ok, très bien. Oui, donc tu dis qu'on a eu une évolution de la première chose, les droits de l'homme, les droits des citoyens. Et après, donc finalement, on a passé à dire que maintenant, ce sont les droits humains. Alors, je vous pose une autre question. Non, mais je ne vais pas poser une autre question. On va rester là et après, on va continuer. Ok, qui voudrait ajouter d'autres choses à cette définition que Edwin vient de nous dire, bon, à ces commentaires, à cet apport. Ok, donc on va voir Luz Adiela, à toi. Merci. Quelques années, j'ai trouvé sur Internet une photo avec 12 enfants et avec une lettre, avec une annonce qui dit « à vendre ». Et, si vous me pouvez, si je peux partager ces photos sur le chat. Oui, non, si tu veux, tu peux la partager aussi par ici, si tu veux. Bon, comme tu veux. Il y a ici les liens. Alors, je cherchais sur Internet, je me trouvais qu'en Italie, il y a beaucoup d'années, on peut vendre nos enfants. Oh là là, quelle horreur. Je ne sais pas comment je peux vendre mon enfant, mon fils, ma fille. Ouais, bon. Ça, c'est horrible, non? Il y a mais les choses plus horribles, c'est qu'aujourd'hui, c'est normal encore. Par exemple, dans la communauté indigènes, c'est normal vendre les filles, les filles pour recevoir de l'argent pour donner de la nourriture à d'autres enfants. Oh là là. C'est incroyable pour moi. Je ne peux comprendre, je ne peux comprendre jamais ces choses. Et mais normal, comment ça se dit? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi et après je vais essayer de trouver l'expression. Mais normal existe les droits humains pour que ces choses, pour que ce type de choses ne passent pas jamais. Ne passent jamais. Aujourd'hui. Ne se passe jamais. Ne se passe jamais. Ne se passe jamais, oui. Tant mieux, oui. Tant mieux, non? Tant mieux, merci. D'accord, très bien, Luz. Donc, tu parles de ces droits qui est violé, évidemment. Donc, vendre un enfant. Ok, c'est la vente des enfants. Bon, qui veut encore dire qu'est-ce que c'est les droits humains? Est-ce que vous voulez ajouter une autre chose? Oui? Excusez-moi, est-ce que vous avez vu la photo? Attendez, je vais voir. Je crois que je n'ai pas pu l'ouvrir. Attends, je vais réessayer de voir. Ah, ok, là, oui. Attends, je vais la partager ici. Ok, après, c'est Nancy qui va nous dire. Ok, donc voilà. Ok, on va dire. Est-ce que vous pouvez regarder, oui? Oui. Non, ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Non. Et c'est public. Dans la rue, par exemple, dans la porte de la maison, on peut trouver ce type de choses. Non, comme si c'était, oui, c'est quelque chose de monstrueux, comme si c'est des enfants qui n'étaient pas aimés.
qui n'étaient pas aimés ont été vendus en Italie, non? Dans les années 40. Ça, c'est incroyable, incroyable, vraiment compliqué, difficile. Bon, difficile à comprendre surtout. OK, bon, qui veut? Nancy, tu vas ajouter quelque chose? Nancy, salut. Qu'est-ce que c'est le droit humain? Oui, ça va? Non, c'est seulement que je vais dire que c'est le droit de tout. Ce n'est pas seulement de quelques parts du monde, mais malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ne respectent pas les droits des enfants ou de toutes les personnes. Oui, oui. OK, très bien. Bon, mes amis, on va commencer cette séance. On va travailler 2 vidéos. Donc, voilà la présentation, les droits de l'homme ici et ailleurs. Non? J'ai voulu et pour faire référence à ce que Nancy vient de dire, ce n'est pas seulement ici, en Colombie ou en Amérique latine, mais c'est ici et ailleurs. On regarde, on est en train d'assister malheureusement dans cette époque à une guerre entre la Russie et l'Ukraine, et plutôt de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, et on est des témoins. On est des témoins, non? On ne peut être que des témoins, malheureusement. Et ça, c'est horrible. Bon, avant de commencer ça, donc, on va regarder une vidéo de petite présentation et après, bon, on va continuer à parler. Donc, voilà, on va voir une petite vidéo de... Bon, je ne sais pas si c'est... Bon, il y a un quiz aussi, mais bon. On va regarder ici. Je vais enlever un peu la caméra pour éviter des problèmes de connexion. On y va. J'espère que ça va marcher. Les droits de l'homme, qu'est-ce que c'est? Avoir le droit de vivre, de penser librement, de manger, de s'éduquer, de se loger. Ces droits te semblent peut-être évidents, mais ils sont pourtant beaucoup plus compliqués qu'ils en ont l'air. Ce sont les droits de l'homme. Mais alors, qu'est-ce que c'est? On pourrait résumer les droits de l'homme en disant que ce sont tous les droits auxquels on peut prétendre parce que nous sommes des hommes, des êtres humains, et non pas des robots par exemple. Ils revendiquent notre droit à vivre dans la dignité et protègent nos libertés. Ils sont nés après des révolutions au XVIIe et au XVIIIe siècle qui voulaient mettre la volonté du peuple et la liberté des hommes à la base du pouvoir politique. Donc voilà, hein, bon, ils sont nés évidemment dans le XVIIe siècle, non? Et bon, entre le XVIIe et XVIIIe siècle. En les proclamant, les inventeurs des droits de l'homme voulaient créer des sociétés moins violentes et plus démocratiques. Voilà, non? Donc la tolérance, non? Moins violente et plus démocratique. C'est ça, c'est le principe des droits de l'homme. En France, les droits de l'homme sont protégés par notre Constitution. Mais ils existent aussi dans le monde entier grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été proclamée par l'ONU en 1948 et donc par presque tous les pays du monde. Bon d'accord, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir des exemples plus concrets? Pour faire ça, on va voir des exemples. Attention. Il existe 2 catégories de droits. Les droits civils et politiques. Ils font de nous des êtres libres et des citoyens. Il s'agit du droit à la vie, de l'interdiction de la torture, de la liberté de pensée et d'expression, ou du droit à participer à la vie politique de notre pays, par exemple. Les droits économiques, sociaux et culturels. Ils font de nous des êtres dignes, comme le droit au travail, à l'éducation, au logement, à l'alimentation ou à la santé. Il semblerait aussi que, petit à petit, nous allions vers une 3e génération de droits, comme le droit à l'environnement, au respect du patrimoine ou à la paix. Hein? Vous voyez, je n'avais pas pensé à ça, plutôt parce que je n'ai pas étudié le droit, mais je ne sais pas si les avocats qui sont ici se rendent compte. Bon, vous savez qu'il y a ce type de droits, non? C'est très, très intéressant de voir qu'on a aussi des droits économiques, sociaux et culturels et qu'on assiste maintenant à un autre type de droits. Est-ce que vous avez compris quels sont les autres 3 droits dont la vidéo parle? Oui?
Vous les avez compris? Non? Oui, donc on dit les droits à l'environnement, non? On est en train de, bon, dans le monde, on est en train de se tourner vers l'environnement, vers la nature et les rapports entre l'homme et la nature, parce que ça, c'est essentiel, c'est très important. Il n'y a pas bon, ce n'est pas possible l'homme sans la nature et vice-versa, non? C'est un ensemble, hein? C'est une fusion tout à fait nécessaire. On va écouter donc cette partie. À l'alimentation ou à la santé. Il semblerait aussi que, petit à petit, nous allions vers une troisième génération de droits. La troisième génération de droits. À l'environnement. Les droits à l'environnement. Au respect du patrimoine. Respect du patrimoine en Colombie, je ne sais pas, on va parler de ça. Quels sont les droits? Ou à la paix. Ou à la paix, non? Et puis, tu dois bien comprendre que les droits de l'homme sont universels. C'est-à-dire que nous sommes tous égaux face à eux, indépendamment de notre nationalité, de notre couleur de peau, de notre religion ou de notre origine sociale. Mais ce n'est pas tout. Ils sont inaliénables. On ne peut jamais les perdre car ils sont inhérents au simple fait que nous existons. On les acquiert dès que l'on est et ce, pour toute notre vie. Mais attention, les droits de l'homme restent un idéal à atteindre. C'est un idéal, non? Regardez, hein, il le dit, hein, c'est un idéal. Même s'ils existent dans des textes, même s'ils sont fondamentaux, même si des progrès ont eu lieu ces derniers siècles, ils sont encore loin d'être parfaitement respectés. Des journalistes prisonniers, des migrants qui meurent dans des bateaux, des femmes ou des homosexuels battus, des manquements existent tous les jours, et même en France. Même en France, incluso en Francia, non? Les droits sont loin d'être respectés. Alors n'oublie jamais tes droits en tant qu'homme, car quand les libertés fondamentales sont bafouées, toutes nos sociétés sont en danger. Maintenant que tu connais tes droits, n'hésite pas à les rappeler à tous ceux qui en abuseraient. Ok, c'est bien. C'est une vidéo assez illustrative de ce qui se passe dans la réalité avec ces droits. Donc, on va parler des droits. Et alors, je vous pose la question. Quels sont les droits que vous croyez que... Bon, quels sont les droits que vous savez et quels sont les droits que vous sentez que vous n'avez pas en Colombie ou que nous n'avons pas en Colombie? Ok, qui voudrait le dire? Qui voudrait parler? Ok, Lusa. Merci, professeur. Et en Colombie, il y a les mêmes droits, mais la différence, c'est qu'en Colombie, ne respecte pas toujours les droits. On ne respecte pas. On ne respecte pas. C'est trop grave. Parce qu'on doit respecter les droits, bien sûr. La discrimination, je ne l'aime pas, je déteste ça. Des personnes, non. La discrimination, c'est horrible pour moi, ce ne doit pas exister. Mais je pense aussi que chaque personne, on peut faire quelque chose, petite chose pour faire respecter les droits. Respecter les droits, ce n'est pas une action gouvernementale, pas du tout. Respecter les droits, c'est une action de chaque personne à la maison, à l'école, de chaque personne. On peut faire quelque chose petit à petit. Ok, très bien, Lusa. Oui, tu parles là oui, les droits sont les mêmes et tu parles d'un problème, c'est la violation. Bon, la discrimination. La discrimination dans tous les sens, non? Ok, bon, les amis, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les droits qu'on n'a pas en Colombie? Bon, qu'on n'a pas, quand je dis qu'on n'a pas, c'est parce qu'évidemment, il existe dans les livres, comme on dit dans la vidéo, mais ils ne sont pas respectés. Luz Adiela vient de nous donner un bon exemple. Quels sont d'autres exemples, mes amis, que vous croyez qui n'existent pas en Colombie, qui sont difficiles à avoir en Colombie? Et moi, je Oui, dis
par exemple, que oui, c'est une évolution des droits et qu'il manque, mais par exemple, ici à la Colombie, c'est laissé à l'université, la population. Oui, l'éducation, le droit à avoir une éducation gratuite. L'éducation gratuite, mais oui, je sais qu'en ce moment, dans les premières grades, ou comment on dit? Les premières années, la première année. Oui, la première année de l'école, et tout le monde a l'accès, mais je crois qu'il manque, par exemple, l'accès à l'université, à l'éducation supérieure. Supérieur, oui, c'est exactement. Je crois que c'est des droits qui manquent ici à la Colombie, qui est très important pour le développement de les pays. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? D'autres droits? Est-ce que Colombie, c'est un pays de droit? Oui, Anna. Je crois qu'en Colombie, la liberté de presse n'est pas évidente. Oui, évidente. Oui, parce que vous pouvez écrire et publier vos opinions, mais dans les types de journaux reconnus dans les pays, ils sont d'une même personne. Par exemple, le Spectador, el Colombiano. Ces types de journaux sont un type de personne. Une idéologie. Oui. Ils détiennent une idéologie, non? Oui. Donc, ce n'est pas possible de s'exprimer. Oui. Oui, c'est un peu compliqué, oui. Il y a des choses, oui, ça dépend des personnes qui possèdent, oui, ça dépend de l'idéologie. OK, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait dire une autre chose par rapport à ces commentaires que Anna vient de faire? Ou par rapport à notre droit? Est-ce que la Colombie, c'est un pays de droit? Est-ce qu'on peut avoir les droits en Colombie? En général, par exemple, je veux dire que le droit de la santé, c'est un droit que tous les citoyens de la Colombie ont de la même manière. Et maintenant, il est un business particulier, c'est tout. Mais ce n'est pas Pardon. Nancy, quoi? Est-ce que tu peux répéter la dernière idée? Je dis que la santé en la Colombie maintenant, c'est un business particulier. Ah. Oui. Ce n'est pas le droit de toutes les personnes pour aller à l'hôpital et avoir accès à tous les services. Oui, c'est ça. Oui. Très bien, ce n'est pas égal. OK. Quels autres droits vous sentez que, bon, qu'en Colombie ne marche pas ou ne fonctionne pas? Ou quelles sont les violations aux droits? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont, quelles sont ces violations aux droits? Prof, pour répondre à la question antérieure, je pense que la Colombie, oui, officiellement, il n'a pas eu de droit parce que, supposément, on a les meilleures constitutions du monde, ou une des meilleures constitutions du monde. Et dans apparemment, oui, dans les papiers. Et je crois qu'il a l'idée, mais la base, mais oui, pour développer les droits qui sont constitués dans la Constitution. Et c'est non, il y a beaucoup de chemins pour courir. Chemin, pourquoi? Pour couvrir les droits que, oui. Les droits que quoi? Oui, termine ton idée. Pour couvrir les droits qui sont constitués dans la Constitution. Bon, je voudrais avoir l'opinion des avocats ou des personnes qui travaillent dans la formation. Daisy, qu'est-ce que tu penses? Daisy, Tatiana, et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que Colombie, c'est un pays de droit?
dans la pratique? Oui ou non? Et pourquoi? Bon, et Sandra aussi, je vous pose la question. Bon, à tout le monde, je pose la question. Quels sont d'autres droits qu'on a perdus ou que nous n'avons pas dans la pratique? Non? Pas d'idée? Ok, bon, je ne sais pas. Sinon, bon, après, on va continuer à parler de ça. Ça, c'est intéressant. Bon, on va regarder donc une autre vidéo et on va commencer à voir ici. Ok, donc oui. On va regarder une vidéo et on va observer donc à quelle occasion ce logo a été-il créé, quelle organisation a rédigé cette déclaration. À votre avis, pourquoi a-t-elle été créée? On va voir la déclaration. Donc voilà, on va regarder la vidéo et on va essayer de répondre à ces deux questions. Non? À quelle occasion ce logo a été-il été créé, quelle organisation a rédigé cette déclaration. On va regarder la vidéo. Donc voilà. On va parler d'autres droits qui ne sont pas respectés, évidemment. Ok, vous allez me dire si vous écoutez, d'accord? Voir pour comprendre. Déclaration universelle des droits de l'homme. Emprisonnement injustifié de journalistes en Turquie, situation effroyable des civils en Syrie, traitement inhumain des réfugiés en France, les violations des droits humains ne cessent de faire la une de l'actualité. Alors quels sont ces fameux droits si souvent invoqués et si rarement respectés? Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on bascule plus jamais dans une telle barbarie, la communauté internationale a décidé d'élaborer un texte sur les droits communs à toutes et à tous. Un texte qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toutes les discriminations. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. C'est comme ça qu'au bout de 4 ans de travail acharné, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par les Nations Unies. Vous voyez, donc, c'est la date, disons, officielle, non? Officielle, hein? Qui a cherché, donc, voilà, vous savez le logo ici. Bon, c'est toutes les choses qu'il y avait avant. La barbarie, la communauté, l'égalité, à la sécurité, nation. Un texte qui garantit le droit à la vie, à la dignité, à l'égalité, à la sécurité, à la santé, à la liberté d'expression et d'opinion, à l'éducation, à une justice équitable. Donc voilà, et à la sécurité. Hein, ce sont comme les piliers fondamentaux des droits de l'homme, non? Ça, c'est très, très important. Je crois qu'en Colombie, si par exemple, la vie, quelquefois, n'est pas garantie, ni pour les femmes, ni pour les indigènes, ni pour les paysans, bon, même pour les policiers aussi. Vous avez vu dans l'année dernière et cette année, la manière comme on a tué aussi des policiers. Et pas, c'est-à-dire parce qu'on tombe dans le radicalisme. Ah non, c'est que la police est tout méchante et mauvaise. Pas toute la police. Ah non, oui, et la manière comme on tue aussi les leaders sociaux. Donc, garantir ça en Colombie, je ne crois pas. La santé, la liberté d'opinion, égalité, bon, je ne sais pas si on peut parler de ça, non? C'est un peu compliqué. Éducation, plus ou moins. La dignité, non. La sécurité, bon, ça, je ne sais pas. Donc, ça c'est connecté avec la vie aussi, non? C'est un peu difficile à définir en Colombie. Ok, on continue donc. C'est comme ça qu'au bout de 4 ans de travail acharné, le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par les Nations Unies. Retranscrit dans plus de 500 langues, c'est un des textes les plus traduits au monde. Mais cette déclaration ne sort pas de nulle part. Plusieurs textes tout au long de l'histoire des sociétés humaines ont posé des règles de vie communes. Ok,
Ok, donc voilà, ce sont les règles de vie communes. Évidemment, on va nous raconter un peu l'histoire. À quelle époque on a commencé à avoir, parce que évidemment, les premières communautés, on imagine qu'ils ont commencé, elles ont eu des problèmes, donc évidemment, elles ont dû créer des règles pour habiter, non? Sinon, pour avoir la connivence, la cohabitation, sinon, ça serait pas possible. Le cylindre de Cyrus, écrit en Perse en 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. Vous voyez, le cylindre de Cyrus, c'est dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. Okay. La charte du Mandé le deux premières, non? La liberté de... En Afrique de l'Ouest, élaborée au XIIe siècle, incluait les principes d'égalité, le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice et interdisait l'esclavage. L'esclavage, c'était déjà interdit à cette époque-là. Mais c'est que les hommes, nous sommes têtus, somos tercos y seguimos con eso, ¿no? La Magna Carta, rédigée en 1215, prévoyait pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. En Angleterre, le Bill of Rights de 1689 mettait la loi au-dessus du roi. Ok, donc vous voyez, on parle déjà dans le XVIIe siècle, 1689, c'était les droits qui commençaient à avoir aussi. L'habeas corpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. La détention arbitraire d'une personne, non? Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus. Vous voyez? Donc, peut-être que ce sont les pas vers la déclaration, une déclaration qui s'est donnée après la Révolution française. Mais ce sont les premiers pas, non? Vous voyez, la déclaration des États-Unis, le jour de l'indépendance, 1776. D'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables. Ok, donc les droits de l'homme et du citoyen, non? Citoyen, habitant bon. Fondamentaux et naturels. Ok, bon, je vais m'arrêter là parce que ça c'est intéressant de parler un peu sur qu'est-ce que c'est un citoyen? Comment est-ce que nous pouvons définir, mes amis, pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme et du citoyen? C'est quoi un citoyen? Qui peut le décrire? Quand on parle d'un citoyen, on veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut désigner quand on parle de citoyen? Un citoyen, c'est los ciudadanos. Oui, mais comment expliquer? Qu'est-ce que c'est un citoyen? C'est une personne qui habite à quelques régions. Oui, qui habite dans pays. Oui, Ouais. qui habite, oui. Oui, c'est ça, c'est une personne qui a des droits, qui habite dans un lieu. Voilà, c'est ça justement. Ok, on continue. Définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Bien. Inaliénable, on va travailler la définition dans des petits groupes tout de suite. Inaliénables, fondamentaux et, j'oubliais l'autre chose. Qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Et naturel. C'est-à-dire que pour la seule raison d'exister, on a déjà accès à tous ces droits. Ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. Ouais. D'ailleurs, on parle de droits de l'homme ou de droits humains? Ok, quelle est la différence donc entre les droits de l'homme et les droits humains? Je crois qu'il y a une personne, je crois que c'est, je ne sais pas si c'était José David ou si c'était Edwin qui nous faisait la différence entre droits de l'homme et droits humains. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence? Oui, qui peut nous dire quelle est la différence entre droits de l'homme et droits humains? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion?
Non? Et les droits humains sont plus récents. Les droits humains sont plus récents. Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a changé les noms? Parce que les droits humains sont du temps quand la Deuxième Guerre mondiale a fini et les personnes ont, je ne sais pas, commetté beaucoup de crimes humains. Commis. Oui. Commis ou ont fait beaucoup de crimes. Donc, oui. Et alors, il y a une petite... Oui. Et les droits humains sont universels et sont pour qui? Pour tout le monde. Pour tout le monde? Et quand tu dis tout le monde c'est qui? Les humains. Oui, pour tous les oui, mais tu peux me dire, tout le monde c'est qui? ¿Quiénes son todo el mundo? Qui est tout le monde? Nous les humains. Oui, les mais hommes, les femmes, les hommes, les femmes, exactement. Parce que quand on parle des droits de l'homme, on faisait référence à l'homme. Ah, okay. À l'homme, oui, au sexe masculin. Donc, on a dit non, c'est pas bien parce qu'on doit inclure les femmes, les enfants, etc. Donc, c'est ça. Ça doit être inclusif, ça doit parler d'inclusion et de diversité. Si on laisse les droits de l'homme, non, c'était pas bien. Avant d'aller plus loin, un petit aparté pour comprendre pourquoi il est important de faire la distinction entre droits de l'homme et droits humains. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. Quelle horreur! Donc, vous voyez, la Révolution française, évidemment, a lancé les pistes, les lumières pour la déclaration des droits. Mais ils ont oublié de donner à la femme les droits, de donner aux femmes la place, les droits qu'elles méritaient à cette époque-là. Est-ce que vous savez, par exemple, à quelle époque les femmes ont eu les droits de vote dans le monde et dans quel pays? Bon, les droits de vote, par exemple, dans quelle année, plus ou moins, les femmes ont eu accès aux droits de vote? Je me rappelle qu'en Colombie, l'année 1950 ou 1960, par 1950, 1954, oui, plus ou moins environ 1954. C'est plus récent. Oui, très récent, très récent. Ok, dans le monde, est-ce que vous savez, par exemple, en Russie, aux États-Unis, en France? Je voyais que le premier, j'ai vu que le premier pays, c'était la Nouvelle-Zélande, et plus ou moins au fin comment se dit ce nombre? Quel numéro? Dis-moi. Porque se me olvidó. 19, siglo XIX. 19e siècle. 19e siècle, oui, au fin du 19e siècle. Ok, alors je vais vous dire que, évidemment, les droits de la femme à voter, donc, c'était en 1917, je crois qu'on a commencé en Russie. Imaginez-vous, quelle contradiction, quel paradoxe. Les droits à voter pour les femmes, Russie, 1917. Après, c'était aux États-Unis, 1900, j'ai oublié. Aux États-Unis et en France, 1944. Je crois qu'ici, c'était en 1922, quelque chose comme ça. Les États-Unis, plus ou moins, je ne me rappelle pas très bien, mais c'est pour cette époque. La France, 1944, vous imaginez? Et en Colombie, 10 ans après. Donc, oui, vous voyez, c'est un peu la séquence, c'est trop tard, les droits. C'est-à-dire presque, bon, un demi-siècle après ceux de l'homme. OK, donc on continue avec la vidéo. En parlant d'ailleurs, on parle de droits de l'homme ou de droits humains? Avant d'aller plus loin, un petit aparté pour comprendre pourquoi il est important de faire la distinction
entre droits de l'homme et droits humains. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droits de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ces droits. Ils privaient la moitié de la population. Hein? Même si ce n'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression « droits de l'homme » conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression « droits humains » depuis 1997. Ok, donc c'est récent. C'est récent, plus ou moins, non? Ça a moins de 50 ans. Hein? Les nouveaux termes, les droits humains, on a commencé à parler de ça à cette époque-là, en 1977. Alors, quels sont précisément ces droits? Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité. Le but de l'ensemble de ces droits est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà, ça c'est le premier article, non? Ça c'est très joli, non? Très beau, non? Libres et égaux devant la loi. Ça c'est très, très intéressant. Ah, ok, Nancy a écrit, bon, 1920, ouais, les droits de vote pour les femmes. Merci. Hein? Excusez-moi, j'ai trouvé qu'aux États-Unis, 1927. 22. Oui, 22. Bon, il y a plutôt... 27. Ah oui? Bon. Non, mais c'est parce qu'il y a différentes dates. Oui, si 1920 approximativement. Ah oui, environ. Oui, 1922. Ces droits sont répartis entre la première, la deuxième et la troisième génération. Les droits de la première génération, ou droits civils et politiques, remontent aux déclarations... Voilà, donc c'est ça, ce sont les droits que nous avons acquis pendant la Révolution française. Les droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation. Voilà, ils sont apparus parce que les personnes sont devenues très pauvres, non? Très pauvres. Interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du XIXe siècle. L'exploitation. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. Épanouissement personnel, non? Le desarrollo personal, épanouissement personnel et professionnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. L'intervention de l'État. Là, donc, c'est l'État qui doit assurer donc tous ces droits. Bon, mes amis, on va laisser un peu de côté cet exercice. On va revenir dans la présentation. Et donc, on va observer ici. OK, donc voilà. Et on va essayer de répondre. Donc, qu'est-ce que ça représente, la Déclaration universelle des droits de l'homme pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie pour tout le monde, le fait d'avoir une déclaration des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Professeur, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que c'est faire légal les choses qu'on doit être naturelles. Pour les simples façons d'exister, on doit être ces droits. On doit avoir mais écrire sur un papier, c'est une manière de légaliser. Oui, le savoir écrire, le savoir, oui. Alors, pour que ces choses soient écrites, on doit
debemos cumplir. On doit les accomplir. On doit les accomplir et voilà. Oui. Et surtout parce que ça nous donne la sécurité, non? C'est un héritage et voilà, ça nous donne la sécurité que nous pouvons exiger nos droits aussi, non? Ça, c'est important. Savoir qu'on peut exiger les droits. OK. Bon, mes amis, je vais vous inviter à travailler par équipe. Donc, on a là. Bon, donc, on nous dit, je vais demander plutôt à Juanda. Juanda, est-ce que tu peux nous lire l'activité 2, s'il te plaît? Juan David? Oui, prof. OK. Activité 2. Les éléments suivants. Que représente-t-il pour vous? Proposez une définition. La dignité, l'égalité, les droits inaliénables, régime, état de droit, les progrès sociaux, les libertés fondamentales. Fondamentales, d'accord, très bien, merci. Donc, on va quoi? Attendez, parce que je crois j'ai eu un problème ici. Je n'ai pas mis OK. Alors, je vais vous inviter. Je vais mettre ça. J'espère que ça va marcher. Je vais mettre Ah, OK, c'est bien. Donc, je vais distribuer parce que nous sommes... OK. Donc, OK, je crois que nous allons au moins faire, si on a 6, on a, donc je vais faire 2 groupes ou 3, je vais voir. Et je vais vous inviter à parler de ça, non? Vous allez parler en équipe, vous allez nommer un secrétaire pour voir que représente ces mots pour vous, bon, un mot ou 2 mots, et proposer une définition pour chaque aspect. D'accord? Donc, ce n'est pas ici, c'est ici que je peux diviser les groupes. Donc, voilà, je vais les diviser. OK, donc on a 3 groupes. OK, donc chaque groupe va travailler 2. Alors, je vais vous dire. Donc, la salle de Jefferson, José David, Juanjo, vous allez travailler la dignité et l'égalité. D'accord? Je vais mettre les groupes de Jefferson. OK, Jefferson, José David et Juanjo. Vous allez travailler donc dignité et égalité. Dignité et égalité. D'accord? OK, la salle de Lusa Diela, Nancy et Niranjana. OK, donc vous allez travailler. Bon, je vais mettre Lusa, non? Lusa Diela, Nancy et... OK, c'est joli ce nom, difficile à prononcer. Je ne sais pas. OK, donc voilà. Et vous allez travailler. Qu'est-ce que c'est les droits inaliénables? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire les droits inaliénables? Et si vous pouvez donner des exemples, ça serait fantastique. Les droits inaliénables et le régime ou l'état de droit. Qu'est-ce que c'est un état de droit? OK. Et l'équipe, donc, Ana-Sofía et Juanda. Ana-Sofía et Juanda, vous allez travailler donc les progrès sociaux et les libertés. Oui, les progrès sociaux et les libertés fondamentales. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on parle de liberté fondamentale, on fait référence à quoi? OK? Ça, c'est clair? On va se donner 10 minutes pour faire l'activité. Quand on retourne, je vais faire les corrections de quelque chose que j'ai compris à l'oral. Je vais vous corriger des aspects que j'ai notés quand vous avez parlé. Et après, donc, voilà, on va continuer notre discussion. On se donne 10 minutes pour faire cette activité, mes amis. Allez-y. Vous allez entrer dans les groupes. Vous allez donc travailler avec vos camarades. Et voilà. Ay, Juanda. Se me olvidó la J, Juanda. Excusez-moi, Juanda. Ana-Sofía et Juanda. OK, très bien. Allez-y, vous pouvez entrer dans les salles, vous allez travailler, vous allez parler. Et je vais passer par les salles aussi. Voy a pasar por las salas para mirar. OK, très bien.
¿Quién no estaba aquí? Natalia. Salut Natalia, ¿cómo tu vas? ¿Ça va? Jefferson, ¿puedes entrar a la sala? Natalia, ¿cómo tu vas? ¿Ça va? Natalia? Ça va bien, prof. Ok. Bonjour. Tu viens d'entrer? Bien sûr, prof. Tu viens d'entrer? Ok. Donc, Natalia, on est en train de travailler en équipe une définition. Oui. Donc, je vais t'envoyer dans la salle 3 et tu vas travailler avec les groupes. Oui. Tu vas decir qué definición les toca. D'accord. Ok. Très bien. Vas-y. Virginia, ¿ça va? Virginia, tu as des problèmes de connexion?
Marcela, bonjour. Ça va, Marcela? Marce, salut. Ça va? Ok, bon mes amis, donc on va observer ici et on va voir ce que vous avez pu parler. Donc on commence avec le groupe 1, non? Mes amis, n'oubliez pas de faire l'évaluation de la conversation, non? Vous savez là les liens, ça c'est important. N'oubliez pas que je vous les ai mis. Bon, je l'ai mis encore. Ah bon, je ne peux pas. Je l'ai. Ok, donc voilà, on va commencer donc. Qui commence le groupe? La dignité, l'égalité, mes amis. Qu'est-ce que vous avez défini? Bon, qu'est-ce que ça représente, la dignité, l'égalité? Ok, bonjour. Je vais commencer avec la dignité. C'est bon. C'est un peu facile parce qu'on peut, quand on pense de la dignité, on pense aussi de le respect. Respect. Oui, c'est le sentiment que quelqu'un a de ses valeurs. C'est comme l'amour propre. L'amour propre, la dignité, oui. Et oui, c'est le respect. Quand vous savez, je vous ai écouté, vous avez parlé aussi du respect, non? Parce que la dignité, c'est le respect qu'on doit avoir pour toutes les personnes. D'accord, très bien. Et l'égalité, qu'est-ce que vous avez dit de l'égalité? Je peux dire de la réalité que c'est la faculté que tous les êtres humains ont. Et n'importe pas le sexe, si vous êtes un homme, une femme, la religion, n'importe le statut social, est-ce que tout le monde a les mêmes droits?
Ok, très bien. Excellent, c'est ça la l'égalité. Hein? Ok, Oui, pas de discrimination, tout le monde est égal devant la loi. D'accord, très bien. On continue donc avec l'autre groupe. Les droits inaliénables, le régime, l'état de droit. Ok, qui voudrait parler? C'était le groupe de Lusa, non? Ok. Qui va parler de ce groupe? Nancy, allez-y, s'il vous plaît. Nancy, oui. Ok. Nous parlons des les droits inaliénables, qui sont quelques droits que toutes les personnes ont qui sont attachés directement à la personne. Ça veut dire qu'ils sont essentiels, que sont quelques droits qu'on n'est pas vendu ou donné, transféré. Oui, tout ça. Oui, vendre, transférer. Oui. Parce qu'ils sont de la personne même. Oui, de chacun et de chacune. De chacun, oui. Chacun et chacune, très bien. Comment on dit en français que no los puedo quitar? No los puedo quitar, no los puedo quitar. Je ne peux pas manquer, non. Les enlever, je ne peux pas les enlever. Enlever, no los puedo arrebatar a nadie. Ok, très bien. Ok, les droits inaliénables. Et qu'est-ce que c'est l'état de droit? Qu'est-ce que c'est un état de droit? Régime. Marcel. L'état de droit, c'est une communauté de personnes qui vivent pour qui ont un territoire et un gouvernement propre et indépendant d'autres communautés. Communauté, oui. Et quelle est la caractéristique primordiale de cet état de droit, Lusa? Quelle est la caractéristique principale? Nous sommes dans quel régime en Colombie? Est-ce que c'est quoi? Un régime politique indépendant. Oui, mais c'est la démocratique. Bon, pourquoi? On dit démocratique parce qu'on peut choisir le président, bon, etc. Donc, c'est démocratique, évidemment, et on doit être soumis, nous sommes soumis à des règles. Nous devons accomplir les règles. Oui. Ok, très bien. Ok, on continue avec l'autre équipe. Je crois que c'était qui? José. José Juanjo. Qu'est-ce que vous avez défini comme liberté, le progrès social et liberté fondamentale? No, prof. No, no. On a déjà parlé. Ah, oui, Juan y José. Oui. Ah, ok. Entonces, ¿quién es el que falta? C'est Ana Sofía, Juan David, Juan Diana. Oui, Ana Sofía, okay. Natalia et moi. Ok. Je vais partager quelque chose, mais si... Très bien. Oui, tu peux. C'est parfait. Ok. On a parlé que le progrès social, c'est par rapport à la dignité, la possibilité d'avoir plus qualité de vie, d'être plus lié à les autres, d'avoir plus confiance dans les autres. Et je crois que ça arrive justement quand la société a des possibilités de bonne économie, des possibilités pour se transporter, et travailler, étudier, tout ça que les humains ont besoin. Oui. Très bien, de faire tout ce que les humains, tout ce dont les humains ont besoin, oui. C'est l'amélioration des conditions de vie pour avoir une société plus juste. Évidemment, c'est ça le progrès social. Très bien. Les libertés fondamentales, quand on parle de ça, qu'est-ce que c'est les libertés fondamentales? Ou les droits? Oui, je ne sais pas si Anna, tu veux partager quelque chose par rapport à ça. Anna Sofía. Anna Sofía ou Natalia.
Oui, nous avons recherché sur la liberté fondamentale et ce sont tous les types de liberté que chaque personne appartient. Par exemple, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de culte. Très bien. Très bien. Ce sont tous les, oui, toutes les libertés et qui doivent être assurées par l'État, non? Par l'État doit assurer. Et donc, oui, ce sont des droits liés à la personne, non? Par exemple, le droit à la vie privée, la liberté d'opinion et aussi à la société, non? À la vie en société. Liberté de réunion, liberté de presse, liberté d'association, etc. Très bien. OK, mes amis. Excellent. Avant de terminer, donc, je vais faire quelques observations des choses que j'ai écoutées. Donc, je vais les faire ici. Donc, ici, j'ai noté par exemple, je vais les mettre de ce côté que c'est plus facile pour moi de regarder. Donc, voilà, il y a une personne qui a dit de l'université, ou bon, de la université. Donc, n'oubliez pas que c'est de l'université, ¿no? Ok, très bien. Cuando yo digo, ¿cómo digo en francés? O de tal cosa o de tal otra. Pour choisir. ¿Cómo digo o? O je préfère, je sais pas, je préfère, qu'est-ce que tu préfères? Les coca? ¿Y cómo digo o? Attention. Tu aimes les coca ou. Ojo, no es o. Tu aimes les coca ou je sais pas, les jus de fruits. Des jus de fruits. Très bien. OK, excellent. Bon, formation à la citoyenneté, OK. OK, c'est une communauté qui promeut, oui. Société, une communauté qui promeut. Oui, promulga, promueve, qui promeut, pas promoit, mais promeut. Ok, si je suis, no, si j'étais, porque estoy hablando del pasado, si j'étais dans ce pays, je devais, donc pour maintenir, si vous êtes en train de parler au passé, vous devez continuer avec le passé, non? L'imparfait. Ok, très bien. C'est l'imparfait. Ok, quelle autre chose? J'espère que finir. Atención. Avec j'espère. ¿Cómo corrijo esta frase? Vamos a hacer aprendizaje cooperativo aquí, corrección entre todos. Pedagogía del aprendizaje aquí. J'espère que je finiré. Vamos a ponerlo así. Corregí ya en la parte. Listo. ¿Cómo corrijo esa frase? ¿Qué es lo incorrecto ahí? ¿Cómo la tengo que decir? Es subjuntivo, profe. No se puede poner en subjuntivo, porque acuérdense que j'espère que no puede ir con subjuntivo, es la excepción. Ojo, j'espère que, y como soy yo, el mismo que está hablando con el mismo sujeto, entonces tengo que poner j'espère finir. J'espère finir. J'espère que je peux finir. No, que je puisse finir. No, j'espère finir. Oui. J'espère finir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres tú el que está hablando. Cuando son para el subjuntivo se necesitan dos sujetos diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Igual aquí no puede ser subjuntivo porque acuérdense que ese j'espère es con futuro. Entonces, por ejemplo, espero que tú hagas el ejercicio. J'espère que tu feras. Tiene que ser con. J'espère que tu feras l'exercice. J'espère que tu finiras. Feras au futur. Tiene que ser usado con el, se me olvidó el tiempo. El subjuntivo es el otro que no va con j'espère. Sí, c'est le futur simple. J'espère que tu feras l'exercice o j'espère que tu vas faire l'exercice. Puede ser cualquiera en el modo indicativo. Exactamente. Acabo de recordar la palabra. Indicativo. Tiene que ser con indicativo, cualquiera. El presente, el passé composé, el futuro próximo, pero no puede ser subjuntivo, porque esa expresión, acuérdense que es la excepción para trabajar eso. J'espère siempre va a ser con un indicativo, no puede ser con subjuntivo. Ok, listo. Vamos a mirar otra corrección para que vamos terminando. 2 minuticos. Ok, donc, vamos a ver.
lo que yo debo. Chicos, ¿cómo se dice lo que yo debo hacer? ¿Cómo digo eso en francés? Que je dois faire. Ce que je dois faire. Attention. Ce que je dois faire. Ok, ce que je dois faire. Ok, listo. Yo le agradezco. Je vous remercie. A usted, a él. Yo le agradezco a él. ¿Cómo digo eso en francés? C'est je lui ou je le? C'est un COD ou un COI? COI pour une personne. À qui? Remercier quelqu'un, est directo. Je le remercie. Oui, je le remercie. Oui, je le remercie. Pourquoi? Parce que c'est direct. C'est un COD. Remercier quelqu'un. Ok, otro. Qui ne peuvent pas. Que ne peuvent pas. Les personnes qui ne peuvent pas. Bueno, ¿qué corrijo ahí, chicos? ¿Cuál es la corrección que hay que hacer ahí? Qui. Qui. Es un sujeto. Entonces tengo que poner qui. Atención. Qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas sortir de leur maison, etc. Ok. Je comprends. J'étudie. Il fait. Ah, ok. Il fait de la pluie. Atención. Il fait de la pluie. ¿Quién me corrige esa frase? Il fait de la pluie. ¿Es que c'est correcto? No, c'est pas correcto. Quelle est la phrase correcte? Il pleut. Acuérdense que con faire, no. Solamente, ¿cuáles son las expresiones con faire? Il fait du vent. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait frais. Exactement. D'accord, très bien. Y a ver otra. Ajá. Bueno, en un doble diploma, un double a nivel de la pronunciación, un double titre o un double diploma, un double diplôme. Oui. Excusez-moi, professeur. Remise du diplôme, c'est l'événement comme... C'est l'événement. Remise du diplôme. Oui, la remise de diplôme, c'est à la fin qu'on va te donner ton diplôme, quand tu as déjà terminé. Ok. A la Colombie, mes amis, quelle est la correction? A la Colombie. En Colombie. En Colombie, n'oubliez pas, c'est masculin, c'est féminin. En Colombie. Ok. Supuestamente, ¿cómo digo en francés? Supuestamente. ¿Cómo se dice en francés? Supuestamente, esa palabra. Peut-être. Peut-être es quizás. Supuestamente, soi-disant. Soi-disant. Disque. Supuestamente, soi-disant. On est dans un pays de droit. Soi-disant. Soi-disant dans un pays de droit. Ok, disque, soi-disant. Bon, mes amis, est-ce que ça c'est clair? Oui, professeur, merci. Ok, bon, mes amis, avant de finir, est-ce que vous avez fait l'évaluation? Oui, oui, professeur, oui. Oui? No. Donc, vous pouvez la faire. Venga, yo la mando otra vez por la fe, porque después me jalan las orejas, que porque no mandamos eso. Uno sí lo manda, sino que como van entrando tarde, entonces uno... Désolé. No, ne vous inquiétez pas. No, lo digo es porque a uno se le olvida y lo va pegando. Bueno, chicos, donc voilà, je viens de coller encore l'évaluation. On termine comme ça. Bravo, félicitations aux personnes, à vous, qui avez participé, qui avez parlé. Ça, c'est l'idée d'apprendre le français, pratiquer votre français et nous rencontrer pour parler toujours, discuter de ces sujets. Les prochains clubs de conversation, la prochaine conversation sera en avril et on va parler de l'écologie et vous, écolo. Donc voilà, je vous invite aussi à vous inscrire à cette nouvelle conversation si vous pouvez assister. Ok, bon, mes amis, je vous remercie. J'espère que vous allez passer une très bonne journée et on se voit. À la prochaine. Au revoir, mes amis. À bientôt. Merci. À la prochaine. Merci, professeur. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.